Bon, bah déjà, merci à tous d'assister à ma présentation de thèse, où je vais donc vous présenter mon projet doctoral, qui consiste à la réalisation d'un système de robotique déformable pour l'imagerie in vivo des cancers basé sur la spectrométrie de masse. Et je vais commencer par vous introduire le contexte, qui est le traitement et le diagnostic des cancers. Le cancer, c'est une maladie qui est assez fréquente, avec 20 millions de nouveaux cas déclarés chaque année dans le monde, mais aussi une des plus mortelles, et encore la cause de mortalité principale dans les pays développés, en Europe notamment. Le traitement de cette pathologie se fait en général en deux étapes. Une première étape de radiothérapie et de chimiothérapie qui vise à réduire le volume de la masse tumorale afin de la rendre opérable. Et une deuxième étape d'opération chirurgicale d'exérèse. On va venir découper les tissus tout autour de la zone tumorale pour retirer toutes les cellules cancéreuses du corps du patient. Cette opération chirurgicale peut se faire selon deux modalités, soit la chirurgie ouverte, on ouvre le patient d'ici à ici, on écarte la peau et les tissus pour directement accéder aux organes, et ce qui est de moins en moins pratiqué au profit de la chirurgie minimalement invasive. On vient faire des petites incisions sur les parois, on vient placer des anneaux en plastique, des trocars, en bleu clair sur le schéma, pour éviter que ces incisions ne s'élargissent au long de l'opération. Et à travers ces trocars, on va venir placer les différents outils dont le chirurgien a besoin pour opérer, notamment une caméra avec une lampe pour pouvoir voir ce qui se passe, mais aussi les différentes pinces, bistouris, etc. Et cette modalité de chirurgie est de plus en plus pratiquée parce que si avant, avec la chirurgie ouverte, le patient devait rester 2 à 3 jours à l'hôpital afin de cicatriser et de se remettre de l'opération, maintenant, avec la chirurgie minimalement invasive, on peut faire de plus en plus de chirurgie ambulatoire. Si le patient est opéré dans la matinée, il peut rentrer chez lui dans l'après-midi. Si cette modalité de chirurgie est très bénéfique pour le patient, elle apporte aussi des complexités pour le chirurgien, qui doit apprendre à faire l'opération non pas en regardant directement ce qu'il fait, en regardant l'image d'une caméra, mais aussi prendre en compte l'effet de levier des outils rigides. Une autre problématique à laquelle le chirurgien doit faire face, c'est une prise de décision difficile, la définition des marges de sécurité autour de la masse tumorale. Si le chirurgien laisse une seule cellule cancéreuse dans le corps du patient, ça peut générer des rechutes ou des métastases. Et autour de la masse tumorale, il y a une zone péritumorale, un mélange de tissus sains et cancéreux, qu'il est difficile d'identifier. Pour cette raison-là, il prend autour de la masse tumorale des marges de sécurité importantes, de l'ordre de 2-3 cm de rayon, afin d'être sûr de ne laisser aucune cellule cancéreuse dans le corps du patient. À l'inverse, s'il prend des marges trop importantes, il retire du tissu sain inutilement et l'opération a plus d'impact sur la santé du patient. C'est donc une prise de décision difficile, un compromis à trouver. Ce compromis est d'autant plus difficile que les systèmes d'imagerie qui sont actuellement à sa disposition, c'est-à-dire l'IRM ou CT scan, produisent des images du corps entier en noir et blanc. Et c'est donc assez dur pour le chirurgien de faire le lien entre les images préopératoires qu'on lui fournit et ce qu'il voit vraiment dans le corps du patient durant la chirurgie. C'est pour cette raison qu'il prend des marges plutôt importantes. Et pour vérifier ces marges, il va réaliser une analyse immunohistochimique sur la surface des pièces de biopsie. Il va prendre des petits échantillons, placer ces échantillons sur des lames pour une analyse au microscope avec des produits photoréactifs. Et un expert va analyser ces lames afin de déterminer s'il reste ou non des cellules cancéreuses à l'extrémité des parois, pour déduire s'il reste ou non des cellules cancéreuses dans le corps du patient. Cette analyse a deux défauts. Elle est humaine et visuelle, elle est donc sujette à des erreurs d'interprétation, mais elle est aussi plutôt lente, le temps de préparer les échantillons, de faire l'analyse, de renvoyer les résultats au bloc. Ça prend du temps, jusqu'à 30 à 40 minutes. Et en fait, le temps, c'est une valeur cruciale en chirurgie, pour deux raisons. Tout d'abord parce que tout le long de l'opération chirurgicale, des produits anesthésiants sont injectés au patient afin qu'il reste endormi, et ces produits ont un impact sur sa santé. Du coup, plus l'opération dure longtemps, plus elle est impactante pour le patient. Et ensuite, pour l'équipe médicale, plus l'opération dure en longueur, plus ils doivent rester concentrés pendant un temps long. Ils peuvent avoir du coup oublier quelque chose ou faire une erreur. Et du coup, plus c'est une opération qui est stressante et donc difficile pour eux. Pour toutes les raisons, le système de vérification des marges par analyse immunohistochimique est limité. Et une solution qui est proposée par le laboratoire Prism, qui co-encadre ma thèse, c'est la technologie Supermass. Elle utilise un laser. En réalité, c'est un laser infrarouge. On a ajouté un petit laser en post-production sur la vidéo pour que ce soit clair, qui vient vaporiser les cellules à la surface des tissus. Les éléments contenus dans la cellule sont absorbés par un tube jusqu'à un spectromètre de masse, qui va venir basiquement peser la masse des éléments contenus dans les cellules et les répartir au sein d'un spectre de masse. En analysant ces spectres de masse avec des algorithmes de machine learning, on est capable de discriminer en temps réel s'il s'agit de cellules saines, nécrosées ou cancéreuses. On est aussi capable de différencier les différents types et grades de cellules cancéreuses entre elles. Et de fait, la technologie SpiderMass est une très bonne alternative à l'analyse immunohistochimique pour le diagnostic des différents types de tissus.
Cependant, la technologie SpiderMass, telle qu'elle existe pour l'instant, elle a deux défauts. Le premier, c'est qu'elle n'est pas adaptée, la modalité d'acquisition n'est pas adaptée à la chirurgie minimalement invasive. Et même si elle l'était, elle serait pour l'instant limitée à quelques analyses ponctuelles, comme c'est le cas pour l'analyse immunohistochimique. Une manière d'aller plus loin et de fournir vraiment la meilleure information possible aux chirurgiens, c'est de passer d'une prise d'information ponctuelle sur quelques points suspects qu'on veut identifier à une analyse systématique, rigoureuse de l'ensemble des points, de l'ensemble des points de la surface. Pour faire ça, il faudrait monter la sonde SpiderMass sur un support robotique qui viendrait balayer chaque point de la surface, pour chaque point récupérer, faire un tir laser, récupérer de l'analyse et reconstruire une carte, une image qui indique au chirurgien exactement la forme de la masse tumorale et où se trouve la localisation des différents types de tissus. Des robots chirurgicaux existent déjà, comme le robot Da Vinci, qui est actuellement le plus utilisé dans le monde. Mais si ces systèmes de robots utilisés depuis des années sont couramment utilisés, ils sont entièrement téléopérés. C'est toujours le chirurgien qui a la main sur les commandes et qui commande le robot à chaque instant. Et en fait, aucun robot chirurgical n'a pour l'instant été autorisé à réaliser des trajectoires automatisées in vivo pour deux raisons. Tout d'abord, une raison de risque. Si un robot rigide comme celui-ci effectue un faux mouvement, ça aurait des conséquences catastrophiques pour la santé du patient. Et la deuxième raison, c'est une raison légale. Si une telle catastrophe arrivait, est-ce que ce serait la faute des praticiens de l'équipe qui a mal utilisé l'outil ou est-ce que c'est la faute du fabricant qui a mal expliqué comment l'utiliser ou qui a fourni un outil dangereux? Un peu comme avec les voitures autonomes. Et du coup, pour répondre à cette problématique d'automatisation de trajectoires robotiques in vivo, durant ma thèse, on a choisi de se concentrer sur l'étude des robots déformables. Les robots déformables, c'est des robots qui utilisent un autre principe pour positionner un effecteur dans l'espace. Avec un robot rigide, il est constitué de moteurs, d'actionneurs successifs et de sections rigides. Et en venant déplacer les différents moteurs, on peut placer l'effecteur où on le souhaite dans l'espace. Avec un robot déformable, le principe de mouvement n'est pas le même. C'est le corps du robot qui est sujet à des déformations. Et quand on vient lui injecter de l'actionnement, c'est-à-dire de l'énergie, par exemple en tirant sur des câbles qu'on a placés dans le robot ou en venant insuffler une pression pneumatique, eh bien, le corps du robot va se déformer et c'est comme ça qu'on peut placer l'effecteur du robot où on le souhaite dans l'espace. Ces types de robots ont deux avantages pour la chirurgie. D'abord, comme ils sont mous, eh bien, ils sont intrinsèquement sûrs, ils ont des contacts harmonieux avec les muqueuses et même si la catastrophe dont je vous parlais tout à l'heure arrivait et que le robot effectuait un grand faux mouvement dans le corps du patient, on pourrait imaginer qu'il vienne juste s'écraser mollement sur la paroi des tissus et des organes sans générer de lésions. Et le deuxième avantage, c'est le fait que comme ces robots sont déformables, ils peuvent se contorsionner dans des configurations complexes afin d'atteindre des zones différentes d'accès. Par exemple, slalomer entre différents organes pour atteindre une zone plus loin. Et de fait, ils sont très agiles. Et en combinant ces deux caractéristiques, des robots qui sont à la fois sûrs et agiles, ce sont les candidats idéaux pour les milieux restreints et sensibles, comme la chirurgie minimalement invasive. Et donc, les robots déformables seraient un bon candidat pour, comme ils induisent très peu de risques, ils pourraient être un très bon candidat pour autoriser une trajectoire automatique in vivo. Bon, du coup, si les robots déformables apportent des garanties en termes de sécurité pour la chirurgie, ils apportent aussi de la complexité, comme je vous l'ai dit, notamment pour la modélisation. Pour un robot rigide, eh bien, en fait, comme on connaît la position angulaire de chaque moteur et la longueur de chaque section, on peut construire un modèle géométrique direct pour faire le lien entre la position de chacun des moteurs et la position atteinte par l'effecteur dans l'espace. Et de même, il est aussi assez relativement facile d'inverser ce modèle, c'est-à-dire que quand on veut que le robot soit à une position particulière pour, par exemple, réaliser une analyse, calculer automatiquement la position que doit prendre chacun des moteurs pour atteindre cette position dans l'espace. Pour un robot déformable, c'est un petit peu plus compliqué, parce que par exemple, le même robot souple va avoir une déformation qui sera différente selon la forme du robot, mais aussi le type de matériau qui est utilisé. Il faut donc construire un modèle direct qui ne soit pas géométrique et qui puisse prendre en compte la forme du robot et le type de matériau qui est utilisé. Et pareil, pour inverser le modèle, c'est aussi un peu plus compliqué, et ça fait partie des questions à laquelle je vais répondre durant la présentation. Du coup, je vous ai présenté un peu tous les différents éléments séparés. Je vous fais un petit résumé du projet de thèse. L'objectif, c'est d'embarquer la technologie SpiderMass, notamment le laser qui amène, la fibre optique qui amène le laser jusqu'à la surface pour réaliser la désorption, et le tube qui aspire les molécules jusqu'au spectromètre de masse au sein d'un robot souple. Faire passer le robot souple à travers un trocard afin qu'il puisse rentrer in vivo afin d'effectuer une analyse. Ensuite, suivre une trajectoire robotique automatique pour faire un balayage de tous les points de la surface suspecte que le chirurgien peut analyser. Et ensuite reconstruire d'abord une carte topographique de la surface, la forme de la surface qui a été analysée, et ensuite sur ce nuage de points, venir afficher les couleurs qui sont relatives aux informations issues de l'analyse par spectrométrie de masse, c'est-à-dire les différents types et grades de couchage dans des couleurs différentes. Et de cette façon, cette carte 3D serait l'information idéale
à fournir au chirurgien afin qu'il puisse prendre sa décision, la définition des marges de sécurité autour de la zone tumorale. Mais de plus, si cette technologie était suffisamment rapide et performante, on pourrait imaginer que le chirurgien utilise ce système d'imagerie en deux temps, avant le geste chirurgical, avant la découpe, mais aussi après, pour venir faire une image des parois du trou dans le corps du patient afin de vérifier directement in vivo s'il ne reste aucune cellule cancéreuse. Ça pourrait donc offrir des garanties supplémentaires aux chirurgiens et aux patients. Maintenant que je vous ai présenté la technologie qu'on souhaite mettre en place, je vais vous présenter rapidement les trois problématiques que cela induit. Une première problématique, c'est une problématique d'imagerie. Est-ce que la technologie SpiderMass est compatible avec la reconstruction de ces informations au sein d'images 3D et quelles sont les performances de ce système d'imagerie? La deuxième problématique, c'est une problématique d'adaptation au contexte chirurgical. Est-ce que le robot a des performances et des propriétés qui sont compatibles avec le contexte chirurgical? On répondra à cette question durant ma thèse principalement par l'usage de robots déformables pour les propriétés que j'ai énoncées juste avant. Et cette deuxième problématique introduit la troisième, qui sont des problématiques de modélisation, le modèle direct et inverse des robots déformables, aussi des problématiques de contrôle. Quel algorithme de contrôle mettre par-dessus les modèles directs et inverses afin d'avoir les meilleures performances possibles? Du coup, maintenant que je vous ai introduit la technologie qu'on souhaite mettre en place et les problématiques que ça soulève, je vais vous présenter les contributions que j'ai faites au niveau du système d'imagerie par spectrométrie de masse, qui est actuellement à Prism. Ça a commencé durant mes stages de master, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu prendre la sonde SpiderMass, que je vous ai montré dans la petite vidéo juste avant, et on est venu l'installer à l'extrémité d'un robot rigide classique, un robot 6 axes, le Mecha 500. À l'extrémité de ce robot, on a aussi placé un boîtier imprimé en 3D dans lequel on est venu placer un capteur de distance. Et en fait, ce robot va du coup balayer chaque point de la surface. Et grâce au capteur de distance de triangulation 3D, pour chaque point de la surface, il va mesurer la hauteur de l'échantillon. Comme on a la hauteur de l'échantillon en chaque point, on est capable, en suivant un pattern de balayage automatique, de reconstruire en temps réel la carte topographique qui représente la forme de la surface en question. Et comme on fait pour chaque point une analyse topographique, on fait aussi une analyse biométrique avec un tir laser, comme je vous ai montré avec SpiderMass. Du coup, c'est comme ça qu'on réalise l'acquisition de l'information topographique sur laquelle on va venir ensuite recaler les informations biométriques issues de spectrométrie de masse. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chromatogramme, la courbe bleue en haut à gauche, qui représente la quantité de matière qui traverse le spectromètre de masse en fonction du temps. Et comme vous le voyez, on peut observer des pics assez clairs sur cette courbe. Et en fait, c'est dû à des tirs laser qui vont donc libérer de la matière, qui vont générer un pic de matière qui vont traverser le spectromètre de masse. Pour recaler les informations à partir de ces données sur l'image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une détection de pics. C'est pour ça qu'on place des petites étoiles rouges au bout des pics. On va venir, pour chacun de ces chromatogrammes, récupérer le spectre de masse qui est associé. Ensuite, on va récupérer dans le spectre de masse l'information qui nous intéresse. On va la recaler sur l'image 3D. C'est de cette façon qu'on fait le recalage entre l'information de spectrométrie de masse et l'information spatiale topographique. Ici, à droite, c'est un autre exemple pour vous montrer qu'on peut aussi faire des acquisitions d'images 2D. Ici, c'est une tranche de cerveau de rail, ça c'est l'image optique. On effectue ensuite le balayage, on récupère les données brutes, et ensuite il y a plusieurs étapes de traitement afin de notamment filtrer les données et de différencier qu'est-ce qui est relatif à du bruit numérique, à du bruit de mesure, et qu'est-ce qui est vraiment relatif à l'information moléculaire. Et on peut voir qu'après les étapes de filtrage, on est capable, sur l'image finale, de revoir à peu près les mêmes formes que celles qui étaient présentes sur l'image optique. Du coup, ce paradigme d'acquisition que je viens de vous présenter, c'est le paradigme d'acquisition fractionnée. Pour chaque point, on fait une analyse topographique et on fait une analyse spectrométrique. Ce paradigme fonctionne bien, on a produit plusieurs images, on a fait des preuves de concept et on a publié ces images dans des publications scientifiques. Mais malheureusement, même si les images étaient de bonne qualité, ce paradigme d'acquisition avait un défaut, c'est qu'il était chronophage. Entre chacun des points, pour avoir des pics distincts sur le chromatogramme, on faisait une pause entre 1 seconde et demie et 3 secondes. Et en fait, pour une image complète, c'est plusieurs milliers de pixels, en fait, ça rend des images qui sont très longues à acquérir, qui pouvaient prendre jusqu'à plusieurs heures. Et du coup, comme je vous l'ai introduit, c'est pas tout à fait compatible avec la chirurgie. Et du coup, on a cherché à développer un nouveau paradigme d'acquisition, une nouvelle manière d'acquérir les données qui soit plus rapide. Et c'est pour ça qu'on a développé le paradigme d'acquisition continue. Cette fois-ci, au lieu de faire un tir laser par point, par pixel dans l'image, on va ouvrir le laser au début, on balaye ensuite l'ensemble de la surface et on ne referme le laser qu'à la fin, une fois que l'acquisition est terminée. De cette façon, on n'a plus de point d'arrêt et l'acquisition va beaucoup plus vite.
Ah oui, et du coup, de fait, en venant avec ce nouveau paradigme d'acquisition, on est venu déplacer la complexité. Avant, la problématique se situe au niveau du temps d'analyse. Maintenant, la problématique se situe sur le recalage de données biométriques sur la carte topographique. On n'a plus de pics distincts sur le chromatogramme pour savoir quelle donnée biométrique est relative à quel pixel. Et du coup, le recalage, maintenant, il est uniquement temporel. On se base sur le temps. On sait à quel moment on a commencé l'image, à quel moment on l'a fini, à quel moment la première donnée est arrivée d'un spectromètre de masse, à quel moment est arrivée la dernière. Et du coup, le recalage des données biométrique sur l'information topographique est purement temporelle. Et du coup, un petit peu moins robuste. Et du coup, pour vérifier que ce nouveau paradigme d'acquisition fonctionnait, on a réalisé des images 2D sur des tranches de cerveau de rat successives pour vérifier qu'on arrivait bien à récupérer le même type d'image. Du coup, on a à gauche une tranche de cerveau de rat acquérie par le paradigme fractionné, et au milieu et à droite, deux images acquéries de manière continue. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que pour deux images de la même résolution, F1 et C1, avec du coup le même nombre de pixels, eh bien l'image qui prenait avant un peu moins de 4 heures prend maintenant seulement 6 minutes. Du coup, l'objectif de l'acquisition continue est valide et on arrive bien à accélérer l'acquisition. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce soit sur les données brutes ou sur les données après segmentation, on peut voir que globalement la qualité de l'information est relativement similaire. On arrive à observer les mêmes zones sur les deux images. Du coup, on n'a pas une perte de qualité de recalage, de qualité d'image qui est trop importante. Ce qui est intéressant de noter ici aussi, c'est le fait que comme on acquérit les images avec une vitesse et une acquisition par pixel par seconde qui est beaucoup plus élevée, ça nous donne plus de marge de manœuvre pour choisir le type d'image qu'on va acquérir, notamment au niveau de la résolution. C'est comme ça qu'on a acquéri l'image C3 et du coup beaucoup plus de pixels. Et pourtant, on peut acquérir cette image plus résolue, plus rapidement, en seulement 207 minutes, que l'image fractionnée. Et ça nous permet donc d'avoir une image qui est plus résolue, avec plus de détails. Et ça nous permet notamment d'observer des détails dans le cervelet, la donne qui est ici à droite, qui n'était pas visible avant sur les images moins résolues. Notamment, et là c'est flagrant, sur l'image segmentée. Du coup, le paradigme d'acquisition continue, il a deux bénéfices. Il permet de faire des images plus vite, et de fait, ça nous donne une plus grande marge de manœuvre sur le choix entre la vitesse et la résolution. Et du coup, ça nous donnera plus de marge de manœuvre au chirurgien pour choisir le type d'image qu'il voudra produire avec ce dispositif. Ici, c'est un autre exemple d'image 3D, cette fois-ci, pour vous montrer à quoi ça ressemble en 3D. C'est un morceau de pomme qu'on est venu imager à Prism, où on a retiré un morceau de peau afin d'avoir deux signatures moléculaires différentes. Ce que vous voyez tout en haut, c'est l'image topographique simplement, et on peut déjà distinguer la partie lisse qui correspond à la peau de la pomme et la partie un peu granuleuse qui correspond à la chair. Sur cette carte 3D, on est venu recaler les informations biométriques. C'est l'image que vous voyez juste au milieu. On a choisi dans le spectre de masse un rapport masse-charge qui est caractéristique de la chair de la pomme. Et c'est pour ça que vous voyez sur l'image 3D tous les pixels qui sont relatifs à la chair de la pomme apparaître en surbrillance. Et la dernière image, c'est une image co-registrée. On est venu sur plus d'informations biométriques, ajouter l'information de texture qui est issue de la photo. Ce recalage, il est fait, c'est Adèle qui l'a programmé, et c'est un recalage manuel avec des points d'intérêt. Et ça nous permet d'avoir une image 3D qui comporte à la fois l'information biométrique du spider mask, mais aussi l'information de texture pour bien comprendre où se trouve l'image qu'on a générée par rapport à ce qu'on voit vraiment en live. Oui, un des avantages de reconstruire les images en 3D, c'est qu'on peut ensuite les observer sous tous les angles, comme sur le petit rendu Blender, et ça permettra au chirurgien de vraiment observer l'image qu'on a fait sous tous les angles pour pouvoir comprendre exactement l'image qu'on lui fournit. Du coup, ce paradigme d'acquisition fonctionnait bien. Et du coup, pour rendre son utilisation plus facile d'accès, on a développé une petite interface qui se déroule en deux onglets principaux. Un premier qui permet de connecter les différents matériels hardware dont on a besoin, le robot, le capteur, le spectromètre de masse, et un deuxième onglet qui permet de faire le traitement des données de spectrométrie de masse afin de faire le recalage sur l'information topographique. C'est là qu'on peut choisir notamment si on fait un recalage pic par pic ou un recalage basé sur les informations temporelles. Une autre amélioration qui a été apportée au logiciel, c'est le fait de le rendre modulaire, de transformer tous les composants hardware dont on a besoin comme des modules qu'on peut ensuite remplacer. On pourrait par exemple remplacer le robot par une imprimante 3D qui est moins chère ou ce genre de choses. Et le fait de rendre le code modulaire, ça permet deux choses. La première chose, c'est que ça permet au logiciel d'être utilisé dans tous les laboratoires. On peut s'adapter à tous les matériels. Si un laboratoire a d'autres matériels à disposition, eh ben, il peut réutiliser notre logiciel et juste remplacer les modules correspondants par le matériel qu'il a à sa disposition. Et ça permet aussi de se tenir à jour scientifiquement. S'il y a un nouveau capteur qui est produit par exemple par un constructeur et qu'on veut vérifier l'impact de ce nouveau capteur sur le système d'imagerie, eh bien on peut assez facilement, en remplaçant uniquement le module qui nous intéresse par le nouvel équivalent, du coup on se tient à jour scientifiquement
et c'est le bon type d'outil pour pouvoir réaliser des comparaisons. On peut réaliser une image avec un capteur, une image avec l'autre, et comparer les deux images pour voir l'impact du module hardware qu'on a modifié. Si j'avais rendu le logiciel modulaire, dans un premier temps, c'était pouvoir remplacer le robot rigide par un robot déformable, afin de faire une preuve de concept d'imagerie par spectrométrie de masse avec un robot souple, qui serait donc compatible avec la chirurgie minimalement invasive. Et pour faire ça, il nous faut un robot déformable qui soit du coup compatible avec la chirurgie. On a du coup étudié les différents robots qui existaient. Celui qu'on a sélectionné, c'est le robot StifFlop, qui est issu du projet européen StifFlop. C'est un gros projet européen qui a duré de 2012 à 2015 pour un budget de 7 millions d'euros. Et il a abouti à ce design robotique, qui est un robot fabriqué en silicone, qui est actionné pneumatiquement. Vous pouvez voir les cavités pneumatiques en rouge et en vert sur la vidéo. Et en fait, quand on vient insérer de l'air comprimé, de la pression pneumatique dans le corps du robot, il va venir comme ça se déplacer. Comme je vous le disais, du coup, ce design robotique, ce projet est un peu vieux et le robot a connu plusieurs évolutions. Une évolution qui est intéressante, c'est le fait qu'on soit passé de cavités semi-circulaires à 3 cavités semi-circulaires à 3 paires de cavités circulaires. Ça permet de garder les mêmes propriétés en flexion et en élongation, mais ça a permis d'aller plus loin dans la miniaturisation du prototype robotique. Ce travail de matérialisation a été mené par Jiale Che, avec qui on travaille, et ça a réussi à aboutir à ce design de module robotique, qui a un diamètre externe de seulement 8 mm. Une autre caractéristique intéressante de ce robot déformable, c'est le fait qu'il n'y ait pas de ballooning effect. En effet, quand on vient injecter de la pression pneumatique dans un corps déformable, il va juste venir gonfler comme un ballon de baudruche. Et ici, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Déjà, le robot n'aurait plus un diamètre compatible avec le trocard. Et toute cette énergie dépensée pour former une bulle, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour réaliser de la flexion et de l'élongation. Du coup, pour éviter ce ballooning effect, on vient placer une fibre, du fil à coudre, tout autour des cavités pneumatiques qu'on vient enrouler. Et de cette façon, cette fibre non déformable vient contraindre la déformation latérale. Du coup, le robot ne peut plus gonfler et toute l'énergie est bien transmise dans l'axe du module pour générer de la flexion et de l'élongation et ainsi offrir le plus grand workspace possible au robot pour qu'il soit capable d'atteindre une large zone. Une autre caractéristique pour le projet cette fois-ci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec un seul module, le robot pouvait juste effectuer des formes de C. On a seulement 3 actionneurs et du coup, on ne peut pas réaliser des images à un workspace suffisant pour atteindre les différentes zones avec la bonne distance focale. Du coup, pour notre design, on va installer 2 modules StifFlop en série, comme dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, afin d'avoir 6 actionneurs. Et de cette façon, on peut contrôler les 6 degrés de liberté d'organes en chirurgie afin de réaliser le scanning, afin de réaliser l'analyse. C'est comme ça qu'on aboutit au design final du robot StifFlop. Vous pouvez le voir, c'est du coup un robot constitué de 2 modules. Vous avez à gauche les photos qui vous montrent le robot dans différentes configurations. Ce design final a un diamètre externe de 11 mm et demi. Il est donc compatible avec les trocars de 12 mm, qui est un des trocars les plus communs en chirurgie. Du coup, on est content. On a un robot qui est compatible avec la chirurgie minimalement invasive. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer son modèle direct et son modèle inverse afin de pouvoir comprendre et anticiper le comportement du robot vis-à-vis de l'actionnement. Pour faire ça, on va utiliser la méthode des éléments finis, qui basiquement, on prend le corps, le volume du corps qu'on souhaite déformer, on va découper ce volume en plein de petits éléments, et ensuite, on va, sur chacun de ces éléments, venir appliquer Paul, des forces. Ça peut être la excusez-moi, gravité, ça peut Paul, être, dans notre cas, l'actionnement pneumatique qu'on va venir insuffler dans le corps est-ce du que vous robot. m'entendez? Chaque petit élément va se déformer et transmettre des forces aux petits éléments voisins. Et c'est de cette façon que Est-ce que la vous nous force va se entendez dans la distribuer tout le salle? long du matériau et qu'on va pouvoir mesurer la déformation de l'ensemble du corps. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait pour le module StifFlop. Vous pouvez voir des captures d'écran de la simulation que j'ai réalisée dans tout Je vais ça. essayer de prévenir un À ingénieur gauche, il y a le qui est, je module pense, est STM dans la complet. salle. On peut voir les petits éléments. Merci. Ici, B, il y a les cavités pneumatiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des caractéristiques du StifFlop, c'est cette fibre qu'on est venu entourer autour des cavités pneumatiques. Pour la modéliser ici, on est venu placer des ressorts tout autour des cavités pneumatiques. C'est des petits cercles bleus. De cette façon, on a une simulation qui a toutes les caractéristiques du StifFlop. On va pouvoir calculer le modèle direct, le lien entre l'actionnement qui est appliqué et la position qui est atteinte. Du coup, la simulation, à chaque pas de temps, va calculer un équilibre des forces dont j'ai écrit l'équation en haut à droite. Vous pouvez voir lambda, c'est la force d'actionnement. La matrice H représente le lien entre l'actionnement qui est appliqué, l'impact que ça a sur le module FM. Il y a les ici, dans notre cas, dans notre simulation, ce sera principalement la gravité.
Il y a ensuite F qui représente toutes les forces internes. Ici, ça va être les forces de déformation élastique calculées par le FEM, mais aussi toutes les forces induites par les ressorts. Et ensuite, il y a K, la matrice de souplesse, qui synthétise les informations de forme et de souplesse du robot, qui est la J'ai prévenu dérivée des Christian forces et un internes ingénieur par qui la est dans la position, salle, donc et dx, du coup la variation normalement des données. C'est cette si- équation, cet équilibre ça des devrait forces, faire qui est résolu à chaque pas de exprès. temps en simulation et qui va nous permettre de résoudre notre Merci. modélisation directe. De rien. Cette simulation, du coup, elle fonctionnait bien. Après avoir réglé les paramètres, elle était réaliste, mais il lui restait un défaut, c'est qu'elle était lente. En effet, cet équilibre des forces, ici, se résout sur l'ensemble des points du maillage FEM, et du coup, 5200 points. Elle était donc très chronophage. La simulation tournait à seulement 1,3 FPS. Et du coup, ça veut dire une mise à jour, l'équilibre des forces n'était résolu à peu près qu'une fois par seconde. Et comme on compte utiliser ce modèle dans des boucles de contrôle afin de pouvoir ensuite contrôler le robot, une mise à jour de seulement toutes les secondes, c'est très lent, et ça nous donnerait un robot avec des mauvaises performances. Pour résoudre ce problème, on a donc cherché à accélérer notre simulation, et on s'est rendu compte que les robots Stiflop, parce qu'il était plutôt long, il avait des caractéristiques compatibles avec la théorie des poutres, qui est utilisée pour mesurer la déformation des objets longs par rapport à leur diamètre, et qui ont des cross-sections, des plans de coupe statiques. Et finalement, le robot est plutôt long par rapport à son diamètre, et grâce à la fibre qu'on a dû placer, il a bien un plan de coupe qui est constant. Il a donc des caractéristiques compatibles avec la modélisation des poutres. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser le modèle FM pour calculer la manière dont les forces pneumatiques vont se répartir au sein du maillage, et ensuite projeter ces forces dans l'espace mathématique des poutres, afin de résoudre l'équilibre des forces dans cet espace mathématique, qui est seulement de dimension 12, et de fait accélérer les temps de calcul. C'est donc ce qu'on a fait. Pour faire ça, on a utilisé le principe des mappings dans SOFA, qui basiquement va lier les positions de la poutre aux positions des nœuds FEM. Du coup, les positions des nœuds FEM sont statiques dans le repère barycentrique associé à la poutre. Et de fait, quand la poutre va se déformer, eh ben, les différents points du maillage FM vont se déplacer autour de la poutre pour garder une Je suis position désolé que constante et vont donc ça n'ait pas suivre la d'effet. poutre. Du coup, on a un premier lien statique en J'ai testé position même entre la d'appeler poutre Christian, mais et je pense le qu'il a éteint maillage son FM. portable. Et ensuite, pour projeter les forces, on va Et, utiliser le principe des travaux virtuels, je leur ai qui mis dit dans que le le travail chat d'une par force est le texto, même, etc. quel que Donc soit l'espace ça, mathématique dans ça lequel il est devrait être exprimé. visible à un Du coup, le moment. travail de la force dans J'espère le l'espace plus possible. mathématique FM est équivalent au travail de la force dans l'espace mathématique des poutres. Et c'est grâce à ça, et grâce au mapping, qu'on peut calculer la jacobienne, qui permet de faire le lien entre l'espace mathématique des poutres et l'espace mathématique du FEM. Et de cette façon, on prend l'équation d'équilibre des forces ici, qu'on calcule à chaque pas de temps de simulation pour calculer notre modèle direct dans l'espace mathématique du FEM, et on le fait cette fois-ci dans l'espace mathématique des poutres, grâce à la matrice J qui fait le transfert, et on peut donc faire les calculs plus rapidement. Du coup, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a mis en place, et on peut voir par exemple que pour un module, c'est bien le cas. La simulation qui tournait avant à 5 FPS pour un seul module tourne maintenant à 25 FPS, et du coup, la projection sur poutre va donc 25 fois plus vite. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on est venu encore une fois déplacer la complexité. Si avant, les temps de calcul étaient dépensés pour résoudre l'équilibre des forces juste ici, eh bien, une fois que le modèle est projeté dans l'espace mathématique des poutres, eh bien, en fait, ces calculs d'équilibre des forces va maintenant très vite, vu que c'est seulement un espace mathématique de dimension 12. Et du coup, les temps de calcul, on a étudié, on a remarqué que les temps de calcul les plus importants s'effectuaient sur ce calcul, le calcul de la matrice JKJ, avant de réaliser l'équilibre des forces. Et en fait, c'est le transfert de la matrice de souplesse depuis l'espace mathématique du FEM jusqu'à l'espace mathématique des poutres. Et c'est ça qui prend le plus de temps de calcul. Et si la résolution d'équilibre des forces a une complexité qui est quadratique au regard du nombre de nœuds, eh bien la complexité de la projection de ce calcul du terme JKJ a une complexité qui est linéaire au regard du nombre de nœuds. Du coup, l'évolution de la complexité au regard du nombre de nœuds n'est pas la même. On peut voir que si on va à peu près 5 fois plus vite pour un module, pour deux modules, du coup 2 fois plus de nœuds, eh bien on passe de 1,6 FPS à peu près 14 FPS, on va donc 9 fois plus vite. C'est-à-dire que plus on aura de nœuds dans notre maillage FEM, plus la projection dans un espace mathématique de poutre sera valable et nous fera gagner du temps. Ces résultats, du coup, avec les expériences de contrôle associées, ont été publiés dans la conférence RoboSoft, qui était à Singapour en 2023. Du coup, maintenant, on a des modèles directs qui tournent plus ou moins rapidement selon si c'est dans l'espace mathématique du FM ou dans l'espace mathématique des poutres. On va donc maintenant chercher à venir inverser ce modèle afin d'avoir le modèle inverse, c'est-à-dire pour une position désirée dans l'espace, savoir quel actionnement il faut appliquer dans le... Oui. Ok. Il n'y a plus de partage? Ok. Ah bah oui, en effet, ça s'est arrêté. Hop, hop. Alors, est-ce que c'est bien revenu? Non, pour la visio, je pense que c'est bon. Ouais, ouais, c'est revenu, Est-ce ouais. que vous avez, ils ont loupé beaucoup de trucs? Ça fait longtemps, ok. Je veux dire 5 C'est bon? minutes. À 30, ok.
Là, 6 minutes. Ok. de- Bon, bah, je pense qu'au pire, je répondrai je vais reprendre où j'en étais, puis je reprendrai dans les questions. Du coup, oui, ce que je vous disais, on va du coup maintenant chercher à calculer le modèle inverse, c'est-à-dire pour une position désirée dans l'espace, calculer automatiquement quelle pression il faut appliquer dans quelle cavité pour bien atteindre cette position. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'équilibre des forces. J'ai pris celui là du modèle FEM et on pourrait très bien prendre celui projeté sur la poutre. Et ce qu'on va faire, je vais utiliser la résolution de problème inverse QP qui est proposée dans le plugin SoftRobot de Sofa pour justement calculer ce modèle inverse. Il va utiliser la matrice HE qui va venir à partir de l'équilibre des forces complet extraire tout ce qui est relatif à la position de l'effecteur qui va être synthétisé dans la variable delta E. Et du coup, on va paramétrer notre équation de manière à que delta E représente l'écart entre la position atteinte en simulation et la position désirée en simulation. Et on va venir minimiser cette distance en résolvant cette équation quadratique qui calcule donc l'actionnement qui va minimiser cette distance. Et de fait, on résout notre problème inverse, non pas comme une solution exacte algorithmique, mais comme la résolution d'un problème d'optimisation. Du coup, c'est exactement ce qu'on utilise ici. Vous pouvez voir la bille orange ici que je viens déplacer avec ma souris. C'est la position désirée pour l'effecteur. Et vous voyez que quand je déplace cette position en simulation, eh bien, la simulation calcule à chaque pas de temps, grâce à la résolution du problème inverse par QP, quelle pression il faut appliquer dans quelle cavité afin que le robot atteigne bel et bien cette position. Et on peut voir qu'en simulation, eh bien, le robot suit fidèlement la position désirée. Une deuxième chose qui est intéressante de noter ici, c'est que j'ai connecté ma simulation en temps réel à mon robot physique hardware. Et de cette façon, je peux utiliser ma simulation comme un outil de contrôle. À chaque pas de temps, quand la pression qu'il faut appliquer pour atteindre une certaine position est calculée, elle est appliquée en temps réel dans le robot physique. Et de cette façon, le robot physique effectue exactement le même mouvement que le robot en simulation. Je peux donc utiliser ma simulation FEM projetée ou non sur poutre comme un outil de contrôle pour mon robot physique. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'on a fait sur la modélisation directe et inverse du robot StiffLop, je vais vous montrer les algorithmes de contrôle qu'on est venu remettre par-dessus afin, afin d'avoir les meilleures propriétés possibles pour l'application de scanning. Pour bien que vous compreniez la différence entre la vidéo que je vais vous montrer maintenant et ce que je vous ai montré avant, c'est la différence finalement entre la boucle ouverte et la boucle fermée. Avant, on envoyait une position désirée à notre modèle inverse, résolue par QP, calculait les pressions qu'il fallait appliquer et le robot effectuait une déformation. Et ça s'arrêtait ici. Et en fait, c'est problématique parce qu'en fait, notre modélisation, elle est forcément imparfaite. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas modéliser, il y a des approximations qui sont réalisées, et du coup, il y a toujours une erreur entre la position désirée et la position qui est vraiment atteinte par le robot. Et c'est normal. Par exemple, la projection du modèle FEM dans l'espace mathématique du poutre, c'est une approximation. Et du coup, même si c'est normal, pour nous c'est problématique. On veut réaliser un robot d'analyse chirurgicale qui soit donc le plus précis possible, et on veut donc supprimer cette erreur résiduelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refermer la boucle avec un capteur. On va placer un capteur à l'extrémité du robot, qui va donc mesurer la position de l'effecteur à chaque pas de temps, et on va venir réinjecter cette position dans la boucle de contrôle afin de corriger la position désirée qui est demandée au problème inverse, afin d'être sûr de positionner le robot à la bonne position. Et c'est de cette façon qu'on va venir corriger l'erreur résiduelle et s'assurer que le robot soit exactement dans la position où on veut le mettre. Du coup, c'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez voir ici ce que j'ai cherché à servir, c'est non pas la position de l'effecteur, mais directement la position du point projeté sur la feuille, qui est mesurée grâce à une caméra de profondeur, le boîtier gris en haut, qui vient donc par filtrage calculer la position du point sur la feuille à chaque pas de temps. Et il va donc calculer, on va aussi calculer l'erreur entre la position désirée, la croix sur la feuille, et le point rouge, la position qui est vraiment visée par le robot. C'est un pointeur laser que je suis venu intégrer dans le StiffLop qui vient remplacer le SpiderMask pour une preuve de concept. Et du coup, à chaque pas de temps, on calcule cette erreur et la position désirée qui est demandée à l'effecteur du robot est résolue par QP est définie par l'erreur qui est mesurée ici sur la feuille. Ça permet d'être robuste aux approximations et aux erreurs de modélisation, mais ça permet aussi d'être robuste à ce qui n'est pas modélisé. Et par exemple, si je viens perturber le robot, comme dans la vidéo juste ici, je prends un câble et je viens le tirer dessus, ma simulation n'est pas au courant que je viens appliquer une force sur le corps du robot, elle peut donc pas la corriger, mais comme j'ai un capteur et une boucle fermée qui vient mesurer la position du point rouge, il repère qu'il n'est pas à la bonne position, il va donc plus plier le second module pour compenser la force que je viens appliquer en tirant sur le câble, et du coup le robot cible toujours bien la bonne position. C'est un deuxième avantage des boucles fermées, c'est d'être robuste aux perturbations. Toutes les propriétés nous induisent un contrôle stable et robuste du robot pour l'application in vivo. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que cette fois-ci, la position désirée n'est plus la croix statique, mais un point amovible dans l'espace. Et vous avez remarqué, entre les deux positions, le robot a tremblé, a oscillé. Et en fait, ça, c'est une caractéristique normale des robots déformables, qu'on applique un actionnement soudain sur le corps d'un robot souple.
eh bien, en fait, il va effectuer un grand déplacement et il va osciller autour de sa position d'équilibre. C'est tout à fait naturel, c'est dû aux propriétés des corps déformables. Et du coup, même si c'est normal, eh bien, nous, ça va nous embêter, ça va venir réduire la précision du robot et ça va venir augmenter le temps de réponse. Deux propriétés qu'on souhaiterait éviter pour notre application. Du coup, on va chercher à construire une nouvelle boucle de contrôle qui tourne à plus haute fréquence et qui va venir amortir ces oscillations afin d'avoir le contrôle le plus rapide et le plus précis possible du robot. Attendez, hop. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Et du coup, pour venir amortir cette oscillation, on va être intéressé par construire une simulation qui va venir qui va être capable de représenter ces oscillations et ça va nous servir de base pour construire notre boucle de contrôle qui va venir les amortir. Pour faire ça, on a réalisé une expérience physique. On est venu appliquer un actionnement soudain dans le corps du robot pour justement qu'il réalise des oscillations et on a mesuré à chaque pas de temps la position de l'effecteur grâce à un capteur. C'est la courbe bleue sur le schéma. Et ensuite, on est venu appliquer exactement le même actionnement, mais en simulation. On est venu ajuster les paramètres de simulation, notamment les coefficients d'amortissement dynamique, relais masse et relais damping, afin que la simulation représente les oscillations de la réponse à l'actionnement de manière similaire au robot physique réel. Et on peut remarquer que sur le retour à zéro, on a bien des courbes qui matchent à peu près. On peut remarquer que s'il y a une différence d'amplitude, la fréquence, quant à elle, matche bien. C'est ce qui est le plus important pour ensuite construire notre boucle de contrôle qui va permettre d'amortir ces oscillations. Du coup, maintenant qu'on a une simulation qui est réaliste et qui représente de manière réaliste les oscillations dynamiques du système, on va venir utiliser cette simulation pour construire un modèle réduit. En effet, cette estimation, on l'a fait sur le modèle FEM complet, qui donc a une fréquence d'update qui est trop faible. Et du coup, et comme nous, on veut un contrôleur qui a haute fréquence pour modéliser les oscillations, on va chercher à venir l'accélérer. Pour faire ça, on va réutiliser les données de simulation qui vont être synthétisées dans la matrice M, qui représente la position de tous les nœuds du maillage FEM à tous les pas de temps de l'expérience. Et on va utiliser la décomposition en valeur singulière afin de calculer un état réduit qui garde la même qualité discriminative de la matrice initiale, la même capacité à représenter la configuration dans laquelle le robot se trouve, mais dans un espace mathématique beaucoup plus réduit. Et ici, pour contrôler seulement le robot avec un actionneur selon une direction, eh bien seulement deux modes suffisent à représenter l'information qui était contenue dans les 5200 points. De ce fait, on a un espace mathématique plus réduit dans lequel effectuer nos calculs pour les faire plus vite. Cependant, même si du coup on a un état réduit, eh bien pour l'instant, la seule façon qu'on a de connaître cet état réduit, c'est d'utiliser la matrice T à partir de l'état complet. La transposer de la matrice T à partir de l'état complet. Et en fait, du coup, ce serait pas intéressant. Ça voudrait dire que pour pouvoir avoir notre état réduit, il faut d'abord calculer l'état complet. Et du coup, on ne gagne pas de temps de calcul. Pour résoudre ce problème, on est venu réaliser une décomposition en valeur singulière. On utilise l'état réduit, l'état réduit du système à tous les pas de temps, la position de l'effecteur à tous les pas de temps, mais aussi l'actionnement qui a été appliqué à tous les pas de temps, pour calculer automatiquement les matrices A, B et C, qui vont venir assimiler notre système robotique à un système d'état. Ce système d'état, vous voyez, il lie l'état réduit du système à l'état réduit du système au pas de temps suivant avec la matrice A, mais aussi en prenant en compte l'actionnement avec la matrice B. Et du coup, on peut bien, grâce à ce système d'état, mesurer la manière dont les états réduits évoluent dans le temps. Et qu'on peut récupérer aussi, c'est la position de l'effecteur à partir des états réduits du système avec la matrice C. Du coup, maintenant, on a un système d'état qui va nous servir de modélisation pour pouvoir simuler le comportement du robot dans le temps. Et ce qui est intéressant avec les systèmes d'état, c'est que c'est un outil très classique en automatique afin de construire des boucles de contrôle, afin de positionner le robot. Et du coup, on va pouvoir réutiliser tous les outils classiques de l'automatique afin d'effectuer le contrôle. Notamment, ce qu'on va utiliser, c'est un observateur de Luan-Berger qui va permettre, à partir de la position de l'effecteur, d'estimer et de corriger l'évolution de notre état réduit dans le temps. En effet, sans mesure capteur, eh bien, il y a une petite approximation qui est effectuée à chaque pas de temps, et du coup, on aurait une différence croissante entre la réalité et l'estimation faite par notre modèle. En venant placer un observateur qui prend en compte la position réelle de l'effecteur du système, on vient corriger le calcul de notre état réduit avec le système d'état afin qu'il soit bien réaliste. Et ensuite, le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est une commande en boucle fermée en calculant les coefficients avec la méthode LQ, qui est une méthode très utile pour les systèmes multivariés. Du coup, on a un système d'état avec un observateur de Luan-Berger et un système de commande LQ qu'on va pouvoir utiliser pour vérifier si on est capable physiquement d'amortir les oscillations. Ce qu'on peut voir ici exactement sur la courbe, vous voyez en orange, c'est la position désirée pour l'effecteur.
Vous pouvez voir en rouge, c'est la réponse du système en boucle fermée. On peut noter deux choses. D'abord, que le système oscille autour de la position d'équilibre avant de stabiliser, et que même une fois stabilisé, dû aux erreurs de modélisation et d'approximation dont je vous ai parlé, il y a une erreur résiduelle entre la position désirée et la position qui est atteinte. La courbe bleue sur le schéma ici représente la position qui est physiquement mesurée par le capteur, et la courbe verte représente l'estimation de cette position qui est faite par l'observateur. Et ce qu'on peut observer, c'est que justement, comme je vous disais, l'observateur vient corriger l'évolution de notre modèle à système d'état dans le temps, et on peut voir que finalement nos courbes bleues et vertes matchent bien, ce qui montre que notre observateur est bien a les bons paramètres et représente bien de manière fidèle la réalité. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que cette courbe bleu-verte, du coup, qui représente la réponse du système en boucle fermée, a des bien meilleures performances que la réponse en boucle ouverte. On peut voir que le système converge plus vite, de manière plus stable, à la position désirée. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que j'ai réalisé deux expériences où je suis venu placer pendant le contrôle du robot un petit impact, une perturbation comme j'avais fait avec le tube dans la vidéo sur l'asservissement optique. Et on peut remarquer que si le système en boucle ouverte oscille beaucoup après l'impact et a du mal à restabiliser, le système en boucle fermée, lui, oscille un petit peu avant de stabiliser rapidement et de vite revenir à la position qui est désirée. Du coup, c'est ici ce qu'on voit dans la vidéo. À gauche, c'est le système contrôlé en boucle ouverte. À droite, c'est le système contrôlé en boucle fermée. Et on peut voir qu'à gauche, le système oscille beaucoup plus que le système contrôlé en boucle ouverte à droite. Et on peut voir que si je viens réaliser un impact sur le robot, eh bien, le robot va beaucoup plus osciller à gauche qu'à droite. Voilà. Et du coup, vu que l'impact que j'applique est manuel, il est difficile d'estimer s'il applique exactement la même force quand je tape deux fois. Je pourrais tricher et taper plus fort en boucle ouverte. Et du coup, j'ai cette expérience où on peut voir, pareil, c'est une expérience de robustesse à l'impact. Et on peut voir que si en boucle ouverte et en boucle fermée, la première oscillation est d'amplitude similaire, c'est tapé à peu près avec une force qui est similaire, et bien on peut voir que le système en boucle ouverte oscille beaucoup avant de stabiliser, là où le système en boucle fermée effectue des petites oscillations avant de vite retourner à un état qui est stable. Et c'est aussi ce que vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant que je vous ai présenté l'ensemble de mes contributions de thèse au niveau du système d'imagerie, de modélisation et de contrôle, je vais vous présenter rapidement les perspectives que cela ouvre et qu'on a préliminairement étudiées durant ma thèse. Tout d'abord, il y a une problématique, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile pour le chirurgien de faire le lien entre l'image qu'on lui produit et ce qu'il voit vraiment dans le corps du patient. Et du coup, on a réalisé des preuves de concept d'affichage de nuages de points colorés sur des modèles en 3D avec de la réalité augmentée. C'est ce que j'ai fait dans le cadre d'encadrement des stages de Thibaut et de Timinen. Du coup, si on peut voir sur les vidéos que ça marche plutôt bien, que le nuage de points est plutôt bien recalé. Ce recalage, il est fait d'abord avec un filtrage de couleurs pour savoir quels sont les points du nuage de points créés par la caméra 3D qui sont relatifs à l'objet. Et ensuite, on utilise la matching de forme avec l'algorithme ICP, Iterative Closest Point, afin d'effectuer l'estimation de pose et savoir où se trouve l'objet dans l'image, afin d'ensuite pouvoir superposer l'image l'une par-dessus l'autre. Du coup, on a réalisé des petites preuves de concept en vidéo qui fonctionnaient plutôt bien. Et ensuite, on a réalisé une preuve de concept sur un échantillon de chair de poulet qu'on a d'abord imagé avec le spider-mass. Et on a ensuite recalé l'image du spider-mass par-dessus la photo de la chair de poulet avec le même algorithme pour montrer que notre algorithme est bien applicable à des données de spectrométrie de masse réelles. Et on peut voir, une fois qu'on a fait ce recalage en réalité augmentée, on peut aussi l'afficher en 3D pour, pareil, comme je le disais tout à l'heure, le regarder sur tous les angles. Une autre problématique qu'on pensait résoudre dans les 3 ans au début de la thèse et finalement on n'a pas pu venir à bout, c'est des problématiques d'intégration. Si on a réussi sans souci à intégrer le tube qui aspire les molécules et la fibre optique qui amène le laser jusqu'à la surface dans le robot, c'est au niveau des lentilles que ça a coincé. En effet, les lentilles qui étaient utilisées dans la sonde Spider-Mass sont trop volumineuses et trop lourdes pour être intégrées, pour être compatibles avec les dimensions du trocars, pour être aussi compatibles avec les propriétés du robot souple. On a donc cherché un nouveau système de lentilles plus compact et léger qui conviendrait à notre application pour réaliser une preuve de concept d'imagerie avec le robot souple. On a d'abord étudié les lentilles ball lens, qui consiste à prendre la fibre optique, à venir faire chauffer l'extrémité, qui va donc fondre et former naturellement une forme de goutte. Et c'est cette goutte, contenue du coup naturellement à l'extrémité de la fibre, qui va faire office de lentille pour venir focaliser le laser et avoir la bonne taille d'impact et la bonne puissance. Malheureusement, ces tests réalisés avec Alexandre Kudinski de l'IRSICA ont plutôt bien fonctionné. On a réussi à avoir la bonne fluence pour réaliser la désorption. Malheureusement, la distance focale à l'extrémité de ces lentilles, de seulement 100 micromètres, n'était pas compatible avec la précision qui est aujourd'hui atteignable avec les robots souples. On n'a donc pas pu effectuer de tests d'imagerie. Une autre solution qui a été envisagée, c'est d'utiliser des boîtiers
qui sont classiques en optique, qu'on vient placer à l'extrémité de la fibre. On peut placer plusieurs micro-lentilles à la suite afin de donner les propriétés qu'on veut au laser, notamment choisir la distance focale. Et en fait, si c'est en théorie tout à fait possible, en pratique, on n'a trouvé aucun constructeur qui fabrique des micro-lentilles compatibles avec avec la longueur d'onde qui est utilisée pour l'analyse Spider-Mass. Du coup, c'est possible en théorie, mais il faut trouver un constructeur qui fabrique et qui vend ces lentilles pour pouvoir avoir le micro-boîtier. Et dans le contexte de la thèse, du coup, on n'a pas pu réaliser notre preuve de concept. Une autre perspective qu'on a étudiée, c'est une perspective de capteur par l'encadrement du stage de Yahya. En effet, le capteur Polymus, que je vous ai montré pour les différentes expériences en boucle fermée, c'est un capteur qui est magnétique et qui est donc sensible à tous les outils métalliques dans son champ de fonctionnement, ce qui est assez problématique en chirurgie. Même s'il existe des salles chirurgicales tout en plastique, comme pour les opérations sous IRM, ça reste compliqué. Et intégrer les capteurs directement dans le corps du robot serait la solution la plus simple pour se soustraire de cette contrainte. Ce qu'on a étudié, du coup, c'est des capteurs de guide à ondes souples. On vient placer une diode qui génère un faisceau lumineux. Il y a une silicone de cœur transparente qui laisse passer la lumière et une photodiode qui mesure l'intensité du signal lumineux. Et quand le capteur va venir se déformer, eh bien, il va avoir du coup des pertes de lumière. La lumière sera moins bien transmise. Et en mesurant les pertes de lumière, eh bien, on peut estimer la déformation qui a été appliquée sur les capteurs. En intégrant plusieurs capteurs comme ça dans le corps du robot souple, on pourrait estimer la position de l'effecteur sans avoir à utiliser de capteurs magnétiques. Une autre perspective qui serait intéressante, c'est une modélisation. Tous les différents modèles que je vous ai montrés suivent des lois de déformation qui sont élastiques et linéaires. Mais en fait, on a remarqué au cours des différentes expériences que le système avait plutôt une réponse qui est hyper élastique à l'actionnement. Et du coup, il serait intéressant d'enrichir les simulations que j'ai faites durant ma thèse afin de pouvoir modéliser ces comportements hyper élastiques et donc avoir des simulations et des modélisations qui sont plus précises. Une autre perspective qui sera intéressante, c'est une perspective de contrôle. Je vous ai montré différentes briques de contrôle séparément. Et en fait, il sera intéressant de toutes les mettre ensemble pour construire une pipeline numérique de contrôle qui soit le plus robuste possible. On aurait à bas niveau la résolution du problème inverse par QP. On aurait une surcouche qui serait une boucle fermée qui mesure la position de l'effecteur afin de vérifier que le robot est bien dans la configuration que l'on souhaite. Et il y aurait une autre boucle fermée par-dessus qui mesurerait cette fois-ci la position du point déporté, la position qui est visée par le point laser, comme l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure. Et de cette façon, on pourrait bénéficier des bonnes propriétés de chacun de ces éléments, tous ensemble, pour avoir la boucle de contrôle la plus performante possible. Ça nous permettrait aussi, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on aurait du coup beaucoup de variables intermédiaires qu'on pourrait monitorer dans le temps pour vérifier que le système fonctionne bien. Et du coup, ça pourrait offrir des garanties supplémentaires dans le cadre de l'application chirurgicale. Une dernière perspective dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une perspective qui est médicale, qui est theranostique. Theranostique, c'est un néologisme qui vient de la contraction des termes thérapie et diagnostic, et c'est un outil ou une molécule qui effectue à la fois le diagnostic et la thérapie. Et en fait, on pourrait tout à fait imaginer, lorsqu'on réalise un tir de désorption afin de récupérer l'information moléculaire, si ce test est positif et qu'il s'agit bien de tissus cancéreux, effectuer un autre tir, qui soit cette fois-ci plus un tir de diagnostic, mais un tir de destruction, de thérapie, pour venir détruire les cellules cancéreuses. Et on pourrait effectuer cette routine en boucle pour tir laser par tir laser, supprimer l'intégralité de la masse tumorale. Et du coup, avec ce paradigme, ce serait plus le chirurgien qui réaliserait le geste chirurgical, ce serait le robot qui viendrait tir laser par tir laser détruire toute la masse tumorale. Les deux avantages que ça aurait, c'est que ça pourrait être beaucoup plus rapide. Donc, c'est un robot, on pourrait, avec des bonnes performances, on pourrait faire en sorte que ce soit très rapide, ce serait aussi très précis. Bon, évidemment, ça c'est une perspective très très loin terme, c'est presque un peu une perspective très long terme. Et évidemment, repenser l'outil pour qu'il puisse faire des tirs laser de destruction, ça vient introduire de nouveaux types de risques. Il faudrait refaire toute l'étude au niveau des sécurités et des garanties. C'est vraiment une perspective long terme dans un futur plus lointain. Maintenant que je vous ai présenté l'ensemble des perspectives, je vais vous faire un petit rappel des contributions durant ma thèse. Tout d'abord, il y a les contributions au niveau du système d'imagerie, monter le Spider-Mass sur un robot rigide, faire les premières images par preuve de concept, et ensuite le paradigme d'acquisition continue afin d'accélérer cette acquisition et de pouvoir réaliser des images compatibles avec le contexte chirurgical. Il y a le partage du logiciel modulaire en open source à la communauté. Il y a l'étude des robots déformables, le choix des modules STIFLOP pour bénéficier de l'expérience du projet européen et de ses bonnes propriétés. On a ensuite modélisé ce robot de différentes façons. D'abord, le modèle FEM, la projection sur une poutre. Il y a aussi un travaux dont j'ai pas parlé, que j'ai mené avec Étienne et Tanguy, qui réutilisait cette projection sur poutre, mais qui était apprise avec des réseaux de neurones pour tourner encore plus vite. Là, on tournait à 1 kHz. Et le dernier modèle, c'est celui que je vous ai présenté avec la réduction de modèle, avec une POD, avec la décomposition à valeur singulière et l'assimilation du robot à un système d'état. Et ensuite, il y a des contributions au contrôle, avec des contrôles en boucle ouverte,
en boucle fermée sur la position de l'effecteur, en boucle fermée sur la position des portées, mais aussi des expériences de contrôle pour amortir les oscillations dynamiques. S'il y a un aspect de cette recherche que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que toutes les différentes étapes, que ce soit le logiciel qui est modulaire, les méthodes de fabrication du robot, que ce soit les différents modèles 3D que j'ai utilisés, mes simulations, mais aussi tous les codes bas niveau pour communiquer avec les capteurs et les actionneurs, eh bien, tout a été partagé en open source. Et du coup, je dirais que ce qui est important dans ces travaux, c'est pas tant ce que j'ai fait, mais surtout que vous en ferez. Merci à tous pour votre attention.